le peuple ivoirien était appelé aux urnes pour élire un nouveau président de la République. Celui qui devait permettre au pays de tourner définitivement la page des tristes moments qu'il a connus et assurer la renaissance de notre pays. À cette occasion, j'avais présenté aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens et à tous ceux qui nous font l'amitié de résider sur notre sol un contrat de confiance, une plateforme politique articulée autour de 15 axes, 15 chantiers pour la renaissance de la Côte d'Ivoire. Plus qu'hier, la pertinence politique des 15 chantiers de la Renaissance demeure d'actualité, tant les Ivoiriens sont aujourd'hui désemparés par la quantité et la diversité des difficultés qui les assaillent, mais plus grave, par la pauvreté des réponses que le président de la République et son gouvernement leur apportent. La grogne et les tensions sociales ont atteint des niveaux alarmants ces dernières semaines, dans de nombreux domaines: enseignement supérieur, éducation nationale, défense et sécurité, cherté de la vie, santé publique, fonction publique, cohésion sociale, etc. Ces tensions sociales se sont traduites par des violences massives, des affrontements sanglants, des arrestations, des dégâts matériels, des blessés et même des morts. Dans ce contexte, la célébration de la fête du travail le 1er mai 2016 était fortement attendue par nos compatriotes et par les amis de la Côte d'Ivoire. Pour jauger la capacité du gouvernement à faire face aux préoccupations des populations et à désamorcer la bombe sociale, et pour juger la pertinence du choix des Ivoiriens le 25 octobre 2015. Malheureusement, le chef de l'État a opposé, comme à son habitude, aux légitimes revendications réitérées par toutes les centrales syndicales, la dérobade, la rhétorique de la croissance et des investissements publics, les contre-vérités, la mystification, les intimidations qu'il a assaisonnées d'affirmations démagogiques et populistes. Par ma voix, le Front populaire ivoirien tient d'abord à saluer la sortie de la torpeur et l'éveil des consciences qui s'opère progressivement au sein de la société ivoirienne et dont la manifestation a été cette expression bruyante de la colère légitime des Ivoiriennes et des Ivoiriens face à l'effondrement du pays et au naufrage de la nation. Maintenant que le président de la République a parlé de nos souffrances, de ses solutions et de sa vision pour l'avenir du pays, il était normal, logique et attendu que le Front populaire ivoirien se prononce pour faire ses analyses, éclairer l'opinion et émettre ses opinions. Nous ferons ces analyses autour d'un certain nombre de points, à commencer d'abord par la question des revenus et du pouvoir d'achat, de la cherté de la vie. Les syndicats ont dénoncé la hausse vertigineuse des prix des denrées de première nécessité, ainsi que les tarifs anormalement élevés des services publics, de l'électricité, de l'eau, du téléphone, des transports, etc. Ils ont en outre condamné la pratique des commerçants qui consiste à réduire la quantité des produits tout en conservant le même tarif, ce qui revient à opérer des augmentations déguisées. Afin de freiner la paupérisation croissante des populations, de permettre aux familles de faire face à leurs besoins élémentaires et d'épargner pour assurer des retraites confortables, pour contribuer au développement national, les syndicats ont demandé la révision à la baisse des prix des denrées de grande consommation, vivriers, riz, huile, lait, etc. Et la suppression pure et simple
des nouveaux tarifs de l'électricité et de la mesure de renouvellement du permis de conduire. Tout en saluant la mesure de revalorisation du SMIC, qui est passée de 36 607 francs à 60 000 francs depuis le 1er janvier 2014, et l'adoption de nouveaux barèmes de salaire depuis janvier 2015, les syndicats ont dénoncé la résistance de nombreux chefs d'entreprise à appliquer le règlement du SMIC en vigueur depuis janvier 2014, ainsi que l'application des nouveaux barèmes de salaire. Ils ne comprennent pas les motivations du renouvellement du permis de conduire et considèrent qu'il s'agit d'un racket. D'autant que l'argument d'une défaillance de l'actuel permis de conduire a été battu en brèche par la société productrice. En retour, le chef de l'État a dit grand merci aux travailleurs pour leur contribution au relèvement du pays. Il a réitéré sa ferme détermination à répondre à leurs aspirations et les a rassurés qu'il est à leur écoute, qu'il entend leurs critiques, qu'il connaît leurs aspirations et qu'il est sensible à leurs préoccupations, qu'il a pu constater lui-même les augmentations dénoncées par les travailleurs et vérifier auprès de certains membres de sa famille et certains collaborateurs la rareté de l'ATK sur le marché, le prix de la petite boule d'ATK, de la boule de format moyen, que le tas d'aubergines est à 200 francs, que 3 piments coûtent 100 francs actuellement, et qu'il faut débourser 300 francs pour 3 ou 4 petites bananes, et que pour un grand majeur d'ATK comme lui, le calcul est vite fait. D'après lui, les responsables de cette hausse sur les prix des produits vivriers sont la sécheresse et la spéculation. Pour le manioc, il accuse la l'EVA. Pour maîtriser les prix, il informe les syndicats qu'il a instruit le gouvernement de réglementer l'exercice des activités dans ces secteurs pour démanteler les cartels et mettre fin aux spéculations. Je le cite, « Nous faciliterons également l'accès au financement des acteurs dans le vivrier. » Et il poursuit que nous poursuivrons également les efforts de mise en place des politiques visant l'autosuffisance en riz et en ressources animales. Pour remédier aux effets de la sécheresse, notamment dans le Nord, le chef de l'État informe que, je le cite, des opérations spécifiques sont en cours afin de remédier à cette situation, notamment par la réalisation de nouveaux forages. Ainsi donc, aucune réponse immédiate et concrète à la hausse des prix des denrées de première nécessité n'a été proposée. Seulement des déclarations générales et de principe sur le démantèlement des cartels de produits vivriers et de première nécessité. Quel cartel? Comment compte-t-il faciliter l'accès au financement des opérateurs du vivrier? La problématique de la modernisation de l'agriculture vivrière relève-t-elle d'opérations spécifiques de forage de puits ou d'une politique d'aménagement d'infrastructures hydro-agricoles et de gestion intégrée des ressources en eau? Au lieu d'aller en guerre contre des cartels imaginaires, ne serait-il pas indiqué de penser une politique de structuration et de régulation du marché des vivriers et de professionnalisation des opérateurs de la filière? Mais comment une telle politique serait-elle possible si le chef de l'État est réduit à s'informer auprès des membres de sa famille et de quelques collaborateurs pour asseoir des décisions d'une telle importance? Quid des ministères de l'Agriculture et de l'OCPV? En ce qui concerne l'électricité, le chef de l'État reconnaît que la décision d'augmentation des tarifs de 16% sur 3 ans a été prise par le gouvernement en juin 2015. Mais il précise que la décision gouvernementale n'a pas été correctement appliquée, certains abonnés ayant connu des hausses de leurs factures allant jusqu'à 30 à 40% de plus que ce qui est prévu. En conséquence, il a décidé de l'annulation pure et simple de l'augmentation de janvier 2016 pour réparer ce qu'il considère comme une injustice inadmissible. Je le cite, « Les factures seront corrigées et le trop perçu sera rendu à tous les abonnés. » Presque, a-t-il terminé. Mais interpellé par la situation, le chef de l'État se rappelle
que le Code de l'électricité, adopté en mars 2014, dispose, article 6, que les activités de production, de transport, de distribution, d'importation, d'exportation et de commercialisation de l'énergie ne constituent pas un monopole d'État. On peut donc l'ouvrir à la concurrence. Je le cite, oui, c'est la concurrence qui fera baisser le prix de l'électricité. Aussitôt dit, aussitôt fait, le président de la République invite les opérateurs économiques intéressés à faire des offres. Je lance donc un appel à tous ceux qui souhaitent investir dans ce secteur. Cet appel est-il sérieux? Le gouvernement est-il prêt? A-t-il adopté la réglementation administrative, technique et juridique applicable à chaque segment d'activité tel que prévu par l'article 7 du Code de l'électricité? Que devient dans ce cas la convention de concession qui lie l'État à la CIE et qui n'arrive en son terme qu'en 2020? Est-il prêt à la résilier, cette convention, et en assumer les conséquences financières? Il est mensonger de faire croire aux Ivoiriens que très bientôt, ils pourront bénéficier des effets positifs de la concurrence dans le secteur de l'électricité. La convention qui lie l'État à la CIE constitue un obstacle. Et les contrats de type take-or-pay conclus avec les producteurs indépendants d'électricité, que sont notamment Azito et Cyprel, laissent en définitive très peu de marge à une concurrence effective dans le secteur de l'électricité. Au total, s'agissant donc des annonces qui ont été faites en ce qui concerne la hausse du prix de l'électricité, il s'agit davantage d'un effet d'annonce pour distraire les Ivoiriens et désamorcer une bombe sociale. La mesure de remboursement des frais indus est tout aussi fallacieuse. Les factures seront corrigées. Comment? Par qui? Comment? Sur quelle base calculera-t-on le trop perçu? Autant de questions qui n'inclinent pas à pavoiser. En ce qui concerne les permis de conduire, il convient de saluer la mesure de suspension de l'opération. Mais les réactions avisées des opérateurs techniques, ayant démontré que le ministre des Transports a menti et qu'il poursuivait des objectifs inavoués et délictueux, il importe d'annuler purement et simplement cette opération et de limoger le ministre indélicat. De la sécurité des personnes et des biens. De Bassam à Bouna, en passant par Abobo à Frivois, etc., le bilan des pertes en vie humaine liées à l'insécurité est alarmant. Cette insécurité est liée à l'échec du désarmement et de la réinsertion des ex-combattants qui alimentent la circulation des armes de guerre et le phénomène dit des microbes. Les syndicats s'en sont fait l'écho auprès du président de la République. Ils ont particulièrement marqué leur vive préoccupation face à l'attaque djihadiste dont le pays a été victime le 13 mars 2016. Et demandent au président de la République de renforcer l'action de l'État en vue de garantir la sécurité des personnes et des biens. La réponse du président de la République sur cette question aussi sensible et stratégique a tenu en une seule phrase, et je le cite. J'ai d'ores et déjà instruit le gouvernement afin qu'un budget de 80 milliards de francs CFA soit dégagé pour renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité, améliorer le renseignement, accroître le contrôle aux frontières et doter notre justice de plus de moyens. C'est proprement avouer qu'il n'existe aucune volonté. D'une part, de doter le pays d'une armée véritablement professionnelle et républicaine, d'équiper, de moderniser et de déployer la police et la gendarmerie sur tout le territoire national pour lutter efficacement contre la criminalité et le grand banditisme, de mettre fin au phénomène des dozos et des microbes, de mettre fin aux conflits intercommunautaires et de consolider la cohésion sociale. Troisième question, de la liberté syndicale.
En Côte d'Ivoire, la liberté syndicale est en grand danger, bafouée, méprisée et régulièrement violée. Les plaintes ont été vives, étayées par de nombreux cas de violation de la liberté syndicale, notamment dans le secteur éducation-formation et dans les universités. Arrestation et emprisonnement de leaders syndicaux, affectation arbitraire et suspension des salaires, etc. Le président de la République a eu un discours parallèle pour fustiger les grèves anarchiques organisées, je le cite, au mépris des droits et libertés des autres et en dehors des procédures légales autorisées. Il a, fin de citation, il a en conséquence invité les syndicats et leurs fêtières à sensibiliser leurs membres, je le cite, afin que l'exercice légitime de leurs droits ne dégénère pas en chantage ou prise d'otage de la structure qui les emploie ou de la communauté. Fin de citation. Il a lancé un appel à la trêve et au dialogue dans les secteurs où le front social tend à se crisper. Espérons que ce dialogue démarre le plus vite possible avec la FESI, afin que les solutions durables soient trouvées aux nombreuses difficultés auxquelles sont confrontés étudiants et enseignants dans nos différentes facultés UFR. 4. Des revendications corporatistes. Elles ont été nombreuses et diverses. Elles touchent aussi bien les travailleurs du secteur privé que les fonctionnaires et agents de l'État. Apurement de 50 mois d'arriérés relatifs au reclassement catégoriel et la bonification indiciaire de 2000. Réintégration de 97 enseignants contractuels. Retour sans condition des 30 enseignants arbitrairement mutés. Paiement aux enseignants du privé laïque de 4 mois de spécial d'évaluation, évalué à 300 millions. Nouvelle grille salariale pour les enseignants du privé laïque. Réintégration de 40 professeurs bivalents. Profil de carrière du personnel soignant. Paiement de primes, révalorisation des salaires et paiement d'arriérés de salaire pour le personnel de la NASUR. Situation de 39 licenciés de la SICOGI. Situation de 400 employés de l'ex-Air d'Ivoire. Situation de 271 travailleurs des plantations de Tomboucro et Yamoussoukro. Dossier TRC Anguédédou. Dossier marin marchand. Dossier soft drink zone industrielle, etc. Ces dossiers feront l'objet d'un examen par le gouvernement. Voilà la réponse que le président de la République a donnée aux syndicalistes. En entendant, et pour apaiser les cœurs, le chef de l'État a décidé que le gouvernement, c'est sa déclaration, débloque un montant de 800 millions de francs CFA pour soutenir les centrales syndicales. 5. Du Code du travail et du statut général de la fonction publique. Certains syndicats ont dénoncé les flagrantes violations du Code du travail de la part de certaines entreprises publiques qui se traduisent par des licenciements abusifs ou le refus de payer les droits de départ à la retraite. D'autres syndicats appellent à l'adoption du nouveau statut général de la fonction publique qui ressort des conclusions du Forum social de 2012. De la valorisation du genre. L'UGTCI a souhaité que le 8 mars, Journée internationale de la femme, soit déclarée jour chômé, payé et célébré. Il a en outre appelé à l'effectivité de l'égalité des chances entre hommes et femmes dans la promotion au poste de responsabilité. Aucune réponse n'a été donnée à cette requête. Du secteur informel. À juste titre, l'UGTCI a demandé que des mesures soient prises pour faire de ce secteur qui représente 80% de l'activité économique et occupe 90% de la population active, une des clés de la création d'emplois, notamment pour les jeunes et les femmes, et de la prospérité économique de notre pays. Le chef de l'État a plutôt parlé d'un ministère et d'une agence dédiée à l'emploi jeune et de la mise en place du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, dirigé par son épouse et dont la dotation va passer de 6 à 10 milliards de francs CFA. S'il suffisait de créer un ministère pour que des jeunes trouvent du travail, aucun jeune ne serait sans emploi à l'heure actuelle. Il est par contre indéniable que c'est dans le traitement de la question de l'économie informelle que se trouve la voie de la modernisation de notre économie et de l'emploi des jeunes et des femmes, en ville comme en milieu rural. Si vous vous en rappelez, j'ai fait des propositions précises sur la question au cours de la campagne électorale présidentielle
proposition centrée sur l'identification de tous les opérateurs du secteur informel, leur organisation au sein des chambres nationales des métiers avec des démembrements dans toutes les régions du Côte d'Ivoire et la création d'une véritable banque dédiée, la Banque populaire ou Banque des métiers, pour accompagner les opérateurs du secteur aussi bien dans l'agriculture, l'artisanat, le commerce, les arts et la culture. La gestion d'un fonds public créé par décret du président de la République, par l'épouse du président de la République, pose indubitablement un problème d'éthique et de gouvernance. Madame la Première Dame a-t-elle été régulièrement nommée par décret du président de la République, au même titre que tous les hauts fonctionnaires de l'État, à la tête des établissements publics nationaux? Est-elle rattachée au ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, chargé de la promotion de la femme? Toutes ces questions nous inclinent à dire qu'il est urgent que le président de la République mette fin à cette situation gênante. 8. Du dialogue politique et de la réconciliation nationale. Le FPI a été heureux que la question de la réconciliation nationale se soit invitée grâce à la centrale Dignité dans les échanges à l'occasion de cette fête du travail. Personne ne peut contester, et le président de la République l'a lui-même reconnu, que, et je le cite, la paix et la stabilité sont les conditions préalables du maintien et de la création d'emplois. Les situations de trouble, de crise et d'instabilité perturbent le fonctionnement des administrations, freinent l'activité économique et occasionnent des délocalisations ou des fermetures pures et simples d'entreprises. Fin de citation. D'où vient donc que le chef de l'État s'offusque que le sujet soit abordé par les travailleurs et se mette dans une colère noire et menaçante. Mais l'intimidation ne peut cacher la réalité de la crise sociopolitique en Côte d'Ivoire. Des prisonniers politiques sont une réalité. Ils sont plus de 250 et croupissent depuis 5 ans dans différentes prisons du pays. Certains y ont trouvé la mort. D'autres sont mourants ou vivent et assistent impuissants à la dislocation de leur famille, à la dépravation de leurs enfants. Les milliers d'Ivoiriens qui préfèrent mourir à l'étranger plutôt que de rentrer dans leur propre pays, pris en otage par une politique de vengeance dirigée contre la moitié de la population, les procès interminables, les condamnations massives, la politique de rattrapage qui sévit dans tous les secteurs sont là pour témoigner que le pays est en crise et qu'il est plus qu'urgent que le chef de l'État change de logique, sorte des traumatismes, des douleurs du passé, pour assurer le leadership que toutes les populations de ce pays et les amis de la Côte d'Ivoire attendent de lui pour la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Le FPI attend avec impatience que toutes les promesses qui ont été faites le 21 janvier 2016 soient respectées pour consolider la confiance réciproque et rassurer l'opinion nationale et internationale. La dernière résolution du Conseil de sécurité, qui annonce la fin du mandat de l'ONUCI le 30 juin 2017, signifie que la communauté internationale nous fait désormais confiance pour gérer la suite de nos affaires intérieures de façon responsable. Donnons la preuve que nous sommes dignes de cette confiance. 9. De la croissance économique et de la dette. La grogne et les tensions sociales signifient que pour les travailleurs et les Ivoiriens en général, il n'y a pas de prospérité, il n'y a pas de croissance, mais paupérisation et misère. Si les leviers de la croissance actuelle sont l'endettement et les infrastructures, dont les ressorts proviennent de l'étranger, même une croissance à 4 chiffres ne profitera pas aux citoyens et l'avenir restera hypothéqué. En l'espace de 3 ans, le stock de la dette extérieure a augmenté de 88%, passant de 2 284 milliards de francs CFA à l'issue du PPTE à 4 304 milliards à fin 2015. La tendance à l'endettement effréné se confirme fortement lorsqu'on analyse les ressources budgétaires de l'exercice 2016. Les ressources d'endettement se chiffrent à plus de 2 000 milliards, soit environ 40% du budget. Avec Alassane Ouattara, nous pouvons dire que nous vivons dangereusement. Notre présent et notre avenir sont entre les mains de l'extérieur. En conclusion, je dirais qu'au-delà de ce qui est apparu comme un soulagement des différentes centrales syndicales, soulagement lié certainement au fait
que pour la première fois, le gouvernement a osé allouer aux centrales syndicales une subvention de fonctionnement de 800 millions. Au-delà de ce chiffre, tout le reste n'est que verbiage. Rien, par rapport à toutes ces nombreuses revendications que je viens d'égrener, rien de concret n'a été obtenu. Et je suis persuadé que les travailleurs vont se retrouver demain face à la triste réalité que leurs conditions de vie et de travail sont toujours précaires, que le gouvernement peine à relancer l'économie nationale, à favoriser la création d'emplois, à améliorer les conditions de vie des travailleurs et à mettre le pays sur une trajectoire de prospérité et de justice sociale. Je vous remercie.